Le SMS est arrivé à 10h47 du matin. Une capture d'écran de ses résultats au CAPA avec une seule ligne de texte en dessous. C'est officiel maintenant. Pour Solène, cela signifiait la liberté à plus d'un titre. Libérée des révisions, libérée du stress, et d'après ce qui a suivi, libérée de moi. Elle est rentrée ce soir-là, déjà ivre de champagne et d'un sentiment plus difficile à nommer. Peut-être la victoire, peut-être le soulagement. Elle a franchi la porte à 19h42, ses escarpins pendouillant à une main et une bouteille de Grand Cru dans l'autre. Son maquillage était impeccable, le genre qu'elle ne portait jamais quand nous étions juste tous les deux. Et son haleine m'a frappé avant ces mots. « Tu es encore debout ?» dit-elle en laissant tomber son sac à main de créateur sur le parquet comme si j'étais censé le ramasser. Grand jour pour moi. J'ai commencé à dire que nous devrions fêter ça ensemble, mais elle me tendait déjà une enveloppe. Papier épais, sceau d'huissier, aucune tentative de déguiser ce que c'était. Une convention de divorce présignée par son avocat, n'attendant que ma partie. Tu as fait ce qu'il fallait, Édouard, dit-elle avec la gamme émotionnelle de quelqu'un qui lit une liste de courses. Mais je dois me concentrer sur ma carrière maintenant. Tu comprends? Je n'ai rien dit. Pas parce que je manquais de mots. J'en avais 8 années en réserve, mais parce que j'ai compris que cette décision avait été prise il y a longtemps, probablement quelque part entre son cours de droit des obligations en 2e année et ce cocktail de réseautage dont elle m'avait dit qu'il n'y aurait que des anciens élèves et des petits fours. Alors, je l'ai juste regardé, vraiment regardé, au-delà du maquillage qu'elle ne portait jamais pour moi, au-delà du sac à main de luxe que j'avais payé en mettant la montre de mon père au crédit municipal, au-delà des yeux qui montraient autrefois de la gratitude mais qui clignaient maintenant avec une froide indifférence. J'ai sorti un stylo du tiroir de la cuisine et j'ai signé chaque page. Puis je lui ai tendu les clés de la maison, le badge du parking et le dossier contenant les dossiers médicaux de sa mère. Tout était organisé, étiqueté, classé par couleur, comme je le faisais toujours. Comme j'avais tout fait pendant 8 ans pendant qu'elle construisait son avenir. Elle n'a pas semblé surprise. Ce qui a vraiment fait mal, c'est le soulagement sur son visage, comme si elle avait sincèrement craint que je pleure, que je supplie ou que je fasse une scène qui l'embarrasserait. Mais je ne lui ai pas donné ce plaisir. J'ai mis mon manteau, je suis sorti dans la nuit froide de novembre et je suis parti. Pas de valise faite, pas de plan, juste le poids de 8 ans glissant de mes épaules comme un harnais mal attaché. Vous passez près d'une décennie à vous occuper de la mère mourante de quelqu'un, à lui essuyer le visage quand elle ne peut pas le faire elle-même, à pousser son fauteuil roulant aux rendez-vous médicaux, à réchauffer sa soupe quand elle est trop faible pour se lever, à couper ses comprimés avec une précision chirurgicale parce que l'infirmière des soins palliatifs vous a montré comment faire. Et quand tout est fini, quand le générique de fin défile, vous n'êtes même pas mentionné. C'est ce que j'ai ressenti. Comme si j'avais été coupé au montage de ma propre histoire. Je me suis retourné une fois. À travers la fenêtre, je pouvais la voir déjà au téléphone en train de rire avec quelqu'un, le bouchon de champagne roulant sur le parquet. Comme la chute d'une blague dont je ne faisais pas partie. Je pensais autrefois que la trahison s'accompagnait de cris, d'objets jetés et de reçus de motel. Il s'avère que parfois, elle porte simplement une tenue professionnelle, vous tend une enveloppe préimprimée et vous dit « Merci pour la course ». Les gens disent qu'on devrait le voir venir. Bien sûr, mais dites-moi exactement quand vous êtes censé détecter la trahison. Quand vous cumulez 2 emplois, que vous planifiez les rendez-vous de chimiothérapie, que vous faites la lessive de sa mère, que vous payez les frais de scolarité et que vous sautez des repas pour qu'elle puisse se payer sa prépa privée au barreau. Quand précisément êtes-vous censé entendre les signaux d'alarme pendant que vous nettoyez après les quintes de tout de sa mère et qu'elle est à la bibliothèque universitaire en train d'étudier la responsabilité civile? Je l'admets. Je suis resté plus longtemps que je n'aurais dû. Pas parce que j'étais faible. Parce que je croyais en elle, je croyais en nous. Mais la croyance devient un passif quand quelqu'un décide de l'utiliser comme une arme. J'ai tout laissé cette nuit-là. La maison, la voiture, mon nom sur la boîte aux lettres. Elle pouvait tout garder. Je n'avais pas besoin de rappel et je n'avais pas besoin de vengeance. Pas à ce moment-là en tout cas. Parce que ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne savait toujours pas alors qu'elle riait de moi avec ses nouveaux collègues, c'est que j'avais pris la seule chose qui comptait vraiment. Le silence. Et le silence, quand on sait l'utiliser, coupe plus profondément que n'importe quel argument. Le samedi suivant, elle a organisé une fête, loué un rooftop dans le centre de Paris, porté un tailleur pantalon blanc, joué l'hôtesse comme si elle était née dans la richesse au lieu d'y grimper sur mon dos.
La fête était bondée de nouveaux avocats, de fraîchement admis au barreau, de directeurs RH aux mains baladeuses et aux carnets bien remplis. Après le 3e ou 4e verre, les gens sont devenus curieux. Et, Solène, où est-on? Comment s'appelait-il déjà? Édouard, dit-elle comme si elle essayait de se souvenir d'un restaurant où elle était allée une fois. Puis elle a fait teinter son verre avec une fourchette et l'a levé haut. Édouard, dit-elle plus fort avec ce sourire travaillé qu'elle perfectionnait depuis sa semaine d'intégration. Portons un toast à l'homme qui a rendu tout cela possible. Quelques personnes ont applaudi, confuses et polies. Elle ne s'est pas arrêtée là. Il était exactement ce dont j'avais besoin à l'époque. Un rocher, un portefeuille, un marchepied. Le rire qui a suivi avait des dents. Quelqu'un du parquet a recraché sa boisson. Une assistante juridique a tapé sur la table. Solène a juste bu son champagne et absorbé les applaudissements comme si elle avait prononcé une brillante plaidoirie finale. Mais tout le monde ne riait pas. L'une des nouvelles recrues, un gamin nommé Christophe, qui avait été transféré d'un cabinet en province où j'avais fait du conseil, a reconnu le nom. Il n'a rien dit, a juste sorti discrètement son téléphone, a commencé à enregistrer à mi-chemin de son discours et a gardé un visage neutre. Les rumeurs commencent généralement dans les toilettes ou les salles de pause. Celle-ci a commencé en 4K avec un son cristallin. Le lundi matin, la vidéo circulait sur quelques canaux Slack privés, puis dans des groupes de discussion. Puis quelqu'un au RH l'a reçue avec une note. Cela semble problématique. Solène n'a jamais remarqué. Elle était trop occupée à mettre à jour son LinkedIn en avocate collaboratrice en contentieux commercial et à télécharger une nouvelle bio qui disait « J'ai construit ma vie à partir de rien ». Pas de charité, juste du travail acharné. Pas de charité. C'est intéressant étant donné que j'avais une fois mis en gage la seule chose qui me restait de mon père pour payer les manuels de son dernier semestre. Mais bien sûr, juste du travail acharné. Elle a même posté une photo de la fête avec la légende, parfois, il faut juste un marchepied. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que quelqu'un dans cette pièce m'avait connu. Pas bien, pas récemment, mais assez. Il avait vu la chaise sur laquelle je dormais à côté du lit d'hôpital de sa mère. Il avait dîné dans notre appartement exigu une fois. Il m'avait regardé porter les codes juridiques de Solène jusqu'à sa voiture parce qu'elle ne voulait pas érafler ses talons avant le concours de plaidoirie. Et maintenant, il la regardait se tenir sur mes os comme s'ils étaient des marches en marbre. La calomnie ne piquait même plus. À ce moment-là, j'étais au-delà de la douleur. Ce qui m'intéressait, c'était sa confiance. Parce que quand quelqu'un pense que le passé ne peut pas l'atteindre, c'est là qu'il est le plus vulnérable. Quand il rit trop fort, porte des toasts trop publiquement, parle sans penser aux conséquences. C'est là que quelqu'un, quelque part, appuie toujours sur enregistrer. Je n'ai pas loué de chambre d'hôtel ni squatté chez des amis. Je suis allé à la gare, j'ai choisi la 4e destination sur le tableau des départs et je suis monté dans le train. Je ne me souviens pas où il allait, juste que c'était assez loin pour que le silence s'installe correctement. J'ai brûlé ma carte SIM en premier, puis supprimé le compte email, puis l'ancienne identité. Edward S. Morgan n'a pas exactement disparu. Il a fait peau neuve. J'avais à peine assez d'économies pour 2 mois si je faisais attention à la nourriture. Alors, j'ai passé un appel. Pas à la famille. Je n'en avais plus. J'ai appelé un client que j'avais aidé une fois sans le facturer. Un fondateur de start-up logiciel en difficulté avec plus d'ambition que de capital et un besoin désespéré d'aide pour les contrats, les accords de licence et les structures de capital. Je ne veux pas d'argent, lui ai-je dit. Je veux des parts. Un petit pourcentage, discret en arrière-plan. Laisse-moi t'aider à éviter de te faire détruire. Il a accepté. J'ai réécrit ses clauses de propriété intellectuelle, assaini ses dossiers financiers et repéré une clause d'un investisseur silencieux qui l'aurait essentiellement transformé en employé de sa propre entreprise en 6 mois. En échange, il m'a donné 4% du capital et m'a présenté à 2 autres fondateurs dans des situations désespérées similaires. C'était la première année. Solène, pendant ce temps, était sur la voie royale pour devenir associée dans un cabinet de contentieux boutique. Promotion rapide grâce à une intelligence brute et une discipline implacable. Selon son profil dans le magazine juridique local, la photo la montrait tenant une plaque de récompense et regardant hors champ comme si la justice elle-même lui chuchotait des informations privilégiées. Sa bio prétendait qu'elle s'était élevée face à l'adversité et n'avait aucun filet de sécurité. Choix de mots fascinant étant donné que j'étais ce filet. Je ne suivais pas sa carrière activement,
je ne la cyberharcelais pas. Je m'étais fixé une règle, ne pas regarder en arrière. Mais parfois, son visage apparaissait dans un article, une table ronde ou une liste de conférences. Elle gravissait les échelons. J'étais encore sous terre à construire les fondations. La deuxième année, j'assistais aux réunions du conseil d'administration et je conseillais sur les fusions et acquisitions sous un nom différent, Caldwell. J'aimais la sonorité, oubliable, douce, le genre de nom comptable dans les emails et qu'on oublie immédiatement. Mais les résultats restaient. Les entreprises avec lesquelles je travaillais ont commencé à éviter complètement les litiges, à négocier de meilleures affaires, à prévenir les problèmes avant qu'ils ne se matérialisent. L'une d'elles a été rachetée pour un montant à 8 chiffres. Le fondateur a essayé de me virer une prime substantielle. Je lui ai dit de la réinvestir dans une nouvelle structure de holding que je l'aiderais à construire discrètement. Je devenais la personne que les PDG appelaient quand ils ne voulaient pas que leurs avocats officiels sachent à quel point ils avaient peur. Je n'ai jamais élevé la voix, jamais déposé de plainte publique, jamais mentionné son nom à personne parce que ce n'était pas une question de vengeance. La vengeance implique émotion et impulsion. C'était de l'architecture. On ne construit pas de gratte-ciel parce qu'on est en colère contre le sol. Un jour, j'ai reçu un appel d'un consultant financier que je n'avais jamais rencontré. Il a dit qu'il s'occupait de la restructuration d'une fiducie avec une exposition sérieuse au litige et qu'il avait besoin de quelqu'un pour aider à piloter la stratégie. Officieux, flexible, discret, quelqu'un avec du cran et de l'ombre. Où avez-vous eu mon nom, ai-je demandé. De quelqu'un qui a dit que vous aviez sauvé l'avenir de son entreprise. Cela aurait pu être l'une des 3 personnes à ce moment-là. Ce projet en a amené un autre, puis un autre. Je n'ai jamais été officiellement sur la liste de paix nulle part. Je n'ai jamais rien signé avec mon vrai nom. Mais derrière les portes closes, les gens ont commencé à parler de moi comme de la personne qui faisait disparaître les problèmes. Le genre de consultant qui ne demandait pas de crédit, juste une position. Au début de la 3e année, j'avais des participations dans 6 entreprises, 2 contrats d'honoraires liés par des accords de non-divulgation, et un bureau dont personne ne savait que je l'utilisais. Solène, quant à elle, avait des photos professionnelles, des hashtags sur les réseaux sociaux et des citations dans la presse. Juste du travail acharné, aimait-elle dire dans les interviews. Mais le travail acharné est bruyant et visible. Ce que je construisais ne pouvait pas être annoncé. Il devait être chuchoté. Parce qu'éventuellement, sans le vouloir, elle allait entrer dans une pièce et découvrir jusqu'où les murmures peuvent voyager. L'affaire était censée être simple. Solène l'avait même dit lors de la réunion initiale juste avant de siroter un latte au lait d'avoine hors de prix et de dire à son assistante de libérer son jeudi soir pour le pot de célébration. C'était une acquisition d'école. Meric Technologies, une société de logiciels en pleine expansion, rachetait Industrie Thornton, un fournisseur de pièces industrielles historiques avec une direction vieillissante et aucun plan de succession. Les Thornton, 2 frères âgés et une nièce gérant les relations publiques comme si elle utilisait encore du papier carbone, tournaient autour de la retraite depuis des années. La mission de Solène était de guider la transaction à travers les complications juridiques. Propre, rapide, professionnelle. Au lieu de cela, toute l'affaire a commencé à pourrir de l'intérieur. Le premier retard semblait inoffensif. L'un des frères Thornton a manqué une date limite pour soumettre les documents d'évaluation. Puis leurs dossiers fiscaux sont arrivés incomplets. Puis est arrivé un avis de contre-procédure. Solène a supposé que c'était juste de vieux hommes d'affaires têtus qui freinaient des 4 fers. Mais ensuite, une lettre est arrivée. 2 pages d'une précision procédurale, étrangement anticipatrice. Elle signalait une violation potentielle dans les exigences initiales de l'audit préalable. Rien de catastrophique, mais formulé assez intelligemment pour soulever de sérieuses inquiétudes auprès du conseil d'administration de Meric. Le langage était chirurgical. Trop chirurgical pour des fabricants vieillissants. Solène l'a lu 3 fois, puis l'a passé à son collaborateur, qui a froncé les sourcils et a dit « C'est en fait très pointu, comme professionnellement pointu ». Elle l'a écarté. Nous répondrons avant la fin de la journée. Il bluffe. Il ne bluffait pas. 3 jours plus tard, une deuxième lettre est arrivée demandant une extension en raison de questions non résolues sur la méthodologie d'évaluation, y compris un biais interne potentiel envers les actifs incorporels. Traduction, ils accusaient l'équipe de Solène de structurer l'accord pour avantager injustement l'acheteur. Le directeur juridique de Meric l'a appelé directement. Pourquoi ai-je l'impression que nous marchons dans un piège? C'était censé être une formalité.
Maintenant, nous nous faisons systématiquement déjouer. Pour la première fois depuis des mois, Solène n'a pas eu de réponse immédiate. Elle a repassé en revue chaque document que son équipe avait rédigé, chaque email enregistré, chaque note de procédure. Tout semblait immaculé, stratégique, professionnel, et pourtant quelqu'un restait constamment 3 coups en avance. Elle a programmé une session d'urgence tardive avec son équipe, a commandé un taille à emporter, a dessiné des chronologies sur les murs de verre avec des marqueurs effaçables. À un moment donné, elle est restée silencieuse à fixer un tableau blanc couvert de flèches, de dates et de noms de clients. Puis elle a demandé à la salle, qui représente exactement l'autre partie? Personne n'avait de réponse claire. Son assistante juridique a fouillé les dossiers à la recherche du cabinet externe listé. C'était un cabinet récent, petit, discret. Pas de présence sur LinkedIn, pas de site web promotionnel, pas de biographie d'avocat tape à accent grave l'œil, juste des initiales sur un papier à en-tête et une seule ligne de contact. Eve Caldwell, directeur juridique externe. Elle n'a pas réagi au nom, pas encore, mais elle l'a encerclé, souligné 2 fois. Caldwell, dit-elle à voix haute. Jamais entendu parler d'eux. C'est l'avantage de construire en silence. Au moment où ils remarquent votre nom, vous êtes déjà des kilomètres devant et ils regardent une structure qu'ils n'ont jamais vue se construire. Les Thornton, s'est-il avéré, avaient retenu Caldwell une année entière plus tôt, discrètement par le biais d'une société à responsabilité limitée qu'ils avaient formée spécifiquement pour détenir leurs droits de propriété intellectuelle, ce qui signifiait que toute la stratégie juridique de Solène avait visé la mauvaise entité depuis le début. Elle ne l'a découvert que lorsque la prochaine objection est tombée, citant une désignation de partie incorrecte et demandant une réassignation complète de l'affaire en raison de ce qu'elle appelait diplomatiquement un désalignement procédural. C'est à ce moment-là que son associé junior l'a regardé et a dit « Ils ne font pas que résister, ils serrent systématiquement les vis ». L'orgueil de Solène s'est activé. Elle s'est enterrée dans les contre-requêtes, a passé des week-ends entiers à réécrire des contrats, a commencé à aboyer sur les membres du personnel et à se présenter au bureau en jogging et épuisée. Mais quelque chose continuait de la déranger. Chaque fois qu'elle ajustait sa stratégie, l'autre côté s'ajustait plus vite. Chaque clause qu'elle pensait étanche revenait avec une fuite. Chaque hypothèse était disséquée avant qu'elle ne puisse la défendre. Et le pire, pas de fuite, pas d'informations privilégiées, pas de confrontation dramatique au tribunal, juste une pression calme, silencieuse et implacable. La fusion ne s'est jamais conclue. L'affaire n'a pas explosé de manière spectaculaire. Elle a suffoqué lentement. Et Solène, habituée à être le prédateur au sommet de chaque négociation, chassait maintenant des ombres qu'elle ne pouvait pas identifier. Les règles avaient changé, mais elle n'avait toujours pas compris qui les enseignait. Solène était la dernière personne au bureau ce soir-là. Les seuls sons étaient le bourdonnement de la climatisation et le tintement occasionnel de la glace dans son verre. Le plat qu'elle avait commandé des heures plus tôt avait figé dans son emballage en carton. Son bureau ressemblait à une scène de crime. Des post-it partout, des brouillons à moitié déchiquetés, des surligneurs saignant du jaune sur des contrats qu'elle essayait de sauver. Elle tentait de reconstituer le désastre Thornton depuis 6 heures d'affilée, et cela s'effilochait toujours plus vite qu'elle ne pouvait le réparer. Elle attrapa la dernière livraison par coursier du conseil adverse, enveloppe scellée, tampon rouge, marqué urgent dans cette police exaspérante de professionnalisme. Elle savait déjà ce qu'elle contiendrait. Un autre retard, un autre piège procédural. Elle l'ouvrit d'une main tout en scannant encore son écran d'ordinateur, regardant à peine vers le bas. Puis ses yeux ont accroché le bloc de signature au bas du paragraphe de conclusion. Déposé respectueusement par le conseil du demandeur. Edward S. Morgan, directeur juridique, Caldwell Holdings. Elle a arrêté de respirer. Complètement figée. Pas moyen. Impossible. Elle s'est penchée, pensant qu'elle avait peut-être mal lu. Un stagiaire avec un nom similaire. Un cousin éloigné. Une coïncidence. Mais c'était là encore, tapé clairement, signé professionnellement. Edward S. Morgan. Elle n'a pas respiré pendant plusieurs secondes. Ses doigts se sont resserrés autour de la page jusqu'à ce que le papier se déforme et se froisse. Elle l'a relu. Puis encore, puis elle s'est penchée très lentement en arrière dans son fauteuil et a fixé le plafond comme si l'explication pouvait se cacher dans les dalles acoustiques. Édouard. Son Édouard. L'homme à qui elle avait dit « Tu ne fais tout simplement pas partie de l'avenir que j'envisage ». L'homme qu'elle avait jeté comme un produit périmé.
l'homme à qui elle avait porté un toast publiquement comme à un assistant glorifié qui avait survécu à son utilité. Elle n'avait pas vu son nom depuis des années. Il avait disparu si complètement que c'était comme s'il avait été effacé de l'existence. Elle avait supposé qu'il gérait probablement une petite entreprise quelque part ou vivait tranquillement dans une ville oubliable. Mais ce directeur juridique de Caldwell Holdings, l'entité même qu'elle avait échoué à identifier correctement lors de l'audit préalable parce qu'ils avaient dissimulé leur intérêt derrière des acquisitions écrans et une documentation si serrée que même son associé senior n'avait pas craqué. Elle a regardé le document à nouveau. Pas d'erreur d'initiale, pas de coquille, pas d'alias. C'était lui. Le silence dans la pièce est devenu oppressant, comme si les murs pressaient vers l'intérieur pour témoigner de sa réaction. Elle a attrapé son téléphone instinctivement, mais n'a appelé personne. Que dirait-elle même? Tu te souviens de l'homme que j'ai abandonné le jour où j'ai eu mon examen? Il vient de détruire systématiquement mon dossier. Elle a ri, mais c'était amer et creux. Son esprit a couru à travers des souvenirs qu'elle essayait d'oublier. Lui coupant les médicaments de sa mère avec une précision minutieuse. Restant éveillé toute la nuit à réviser ses fiches d'arrêt. Lui apportant de la soupe à son chevet après des sessions d'études de 14 heures, acceptant ses critiques comme s'il les méritait, toujours utile, toujours calme, et puis juste parti. Pas d'argument, pas de caprice, pas de combat, juste une signature et une porte doucement fermée. Elle avait pensé que c'était de la faiblesse, pathétique même, qu'elle l'avait brisé si complètement qu'il n'avait même pas résisté. Mais maintenant, en lisant son nom au bas d'une lettre qui démantelait systématiquement tout son dossier, elle comprenait quelque chose de différent. Il n'avait pas été brisé. Il avait été occupé. Occupé à devenir le genre de personne qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour vous détruire. La pièce semblait plus froide. La carrière qu'elle pensait avoir construite, le travail, les conférences, les recommandations sur les réseaux sociaux, tout cela ressemblait soudain à un échafaudage construit sur du sable. Ses mains tremblaient, alors elle les a pressées à plat contre le bureau. Puis son téléphone a vibré. Message de son collaborateur. Nouvelle requête entrante. L'équipe de Caldwell veut forcer la communication des pièces. Certains emails internes ont été signalés. Elle n'a pas répondu. Ne pouvait pas. Au lieu de cela, elle a éteint la lumière du bureau, s'est assise dans l'obscurité et a chuchoté un seul mot. Édouard. L'email a fait surface un mardi matin. Il ne provenait pas d'une fuite ou d'un lanceur d'alerte. Il est arrivé par les voies légales appropriées. Tamponné, formaté, classé comme pièce B dans un incident de procédure qui est arrivé dans sa boîte de réception comme une boule de démolition. Demande de communication de pièces, déposée par le conseil du demandeur Edward S. Morgan. Solène l'a ouverte en s'attendant à plus de retard stratégique et de formalités d'entreprise. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à regarder une citation directe tirée de l'une de ses propres communications internes. Ils sont sentimentaux et dépassés. Traînez-les à travers des complications procédurales et ils s'effondreront avant le 4e trimestre. Ciblez la nièce. Elle est émotive et a peur du risque. En dessous, la note de l'équipe juridique d'Edward disait « Nous demandons au tribunal d'examiner la correspondance ci-dessus pour preuve de tactique de négociation préjudiciable et de conduite de mauvaise foi pertinente en vertu des règles de loyauté des débats. » L'estomac de Solène s'est noué avant qu'elle ne finisse de lire la première page. Elle ne se souvenait pas avoir écrit cet email spécifique, mais le langage était indubitablement le sien. Le calcul froid, le ton méprisant. Elle l'avait écrit tard un soir après une réunion stratégique, essayant de paraître dure et intelligente devant son équipe, à l'époque où elle pensait que les Thornton n'étaient qu'une autre entreprise familiale défaillante prête à être consommée. Elle ne s'attendait jamais à ce qu'il fasse surface, certainement pas utilisé comme une arme par son ex-mari en audience publique. À 9 heures du matin, elle était dans une salle de conférence avec 2 associés seniors et le directeur juridique du cabinet. L'atmosphère était tendue, stérile, suffocante. Solène, a dit l'un des associés, croisant les mains comme s'il tentait de méditer. Comment exactement cela s'est-il retrouvé dans le dossier judiciaire? C'était interne, a-t-elle dit doucement. Confidentiel. Personne en dehors du cabinet n'était censé le voir. C'est communicable si cela passe par les voies appropriées, a claqué le directeur juridique, ce qui apparemment a été le cas. L'associé senior s'est penché en arrière, pressant ses doigts contre ses tempes. Tu leur as donné la motivation. Tu leur as donné un récit. Tu t'es peinte comme quelqu'un opérant de mauvaise foi. Il m'a cité hors contexte, a-t-elle essayé.
Non, a dit l'associé platement. Il t'a cité parfaitement. Le mot parfaitement a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Elle voulait crier, renverser la table, faire quelque chose qui briserait le silence suffisant que son ex-mari avait laissé planer dans cette requête. Mais tout ce qu'elle pouvait faire était de rester assise et d'absorber le coup. Ses collègues ne l'ont pas dit explicitement, mais leurs yeux communiquaient tout. Cela pourrait nous coûter l'affaire. Cela pourrait tout te coûter. Et le pire, Édouard ne s'est jamais adressé à elle directement dans le dossier. Pas de sarcasme, pas d'attaque personnelle, pas de révélation dramatique, juste une déconstruction factuelle et calme. C'était l'équivalent juridique de regarder vos propres mots se transformer en lames et de réaliser que votre ex-mari ne la tenait pas simplement, il vous laissait la tourner vous-même. Le juge a rendu une ordonnance formelle dans l'après-midi. L'email a été jugé pertinent et admissible. Demande de communication accordée. La défense a reçu l'instruction de produire toute la correspondance connexe et les communications internes concernant les tactiques de négociation. À midi, le nom de Solène circulait dans les forums juridiques privés. Pas encore visible publiquement, mais les professionnels pouvaient sentir le sang dans l'eau. Les collaborateurs chuchotaient quand elle passait. Les assistants juridiques arrêtaient leur conversation au milieu d'une phrase. Et Édouard. Toujours aucune communication directe, pas de message, pas d'appel, juste des conclusions déposées avec une précision chirurgicale, livrées tranquillement, se déroulant comme le tourment lent et méthodique d'une vis. Cette nuit-là, elle est restée tard à nouveau, compilant chaque email qu'elle avait envoyé au cours des 6 derniers mois, chaque note, chaque message de chat. Ses yeux brûlaient, ses poignets lui faisaient mal à force de taper. Sa confiance, cet orgueil renforcé d'acier qu'elle portait comme une armure, avait commencé à plier sous la pression. Elle a pensé à le contacter, demander quoi? La pitié, une clarification. Mais il n'y a pas de défense contre vos propres mots documentés. Le lendemain matin, quelqu'un a glissé une note sous la porte de son bureau. Pas de signature, pas d'enveloppe, juste un post-it avec 3 mots en lettres capitales. Les mots sont des preuves. Ce n'était pas signé. Pas besoin de lettres. Solène a qualifié la requête de formalité ou de nuisance procédurale. Elle a dit à son équipe qu'elle serait rejetée, mais qu'il devait au moins tenter de faire retirer Édouard comme conseil adverse en raison d'un lien personnel antérieur. Elle a utilisé exactement ces mots dans le dossier. Pas mariage, pas 8 ans de soins, juste lien, vague et aseptisé comme s'il était une vieille connaissance qui lui avait un jour emprunté son manuel. Le juge a examiné la requête sans programmer d'audience. A émis un refus en moins de 48 heures. Juste une ligne. Aucune preuve de partialité actuelle ou potentielle empêchant une représentation juridique impartiale. Demande de disqualification rejetée. Elle l'a lu 2 fois, l'a imprimée, puis l'a passée à la déchiqueteuse sans raison sauf pour entendre quelque chose se déchirer. Puis l'assistant administratif de son cabinet a frappé à sa porte, le visage pâle, tenant une autre enveloppe. C'est un avis, a-t-il dit, adressé aux associés gérants. Elle l'a pris, l'a ouvert, et pour la 2e fois en autant de semaines, son nom a semblé être une pierre logée dans sa gorge. Mise à jour des nominations au Conseil de surveillance professionnelle. Avec effet immédiat, Édouard S. Morgan a été nommé membre permanent de la commission de discipline, l'autorité régionale qui effectue des examens indépendants des fautes professionnelles et des violations éthiques. Il était maintenant l'un des 6 membres avec pouvoir de vote, juridiction sur les audiences disciplinaires, pouvoir de citation à comparaître, pouvoir de réprimande publique. Son souffle s'est arrêté. Elle s'est assise durement sur sa chaise. Elle ne savait pas qu'il avait même postulé. Ne savait pas qu'il était qualifié. La commission de discipline n'était pas un comité consultatif que l'on rejoignait par relation. C'était réservé aux exceptionnellement compétents. Ceux avec des dossiers impeccables et une logique chirurgicale, ceux qui ne flanchaient pas. Édouard avait constamment flanché pendant leur mariage. Du moins c'est ce dont elle se souvenait. Maintenant, elle n'était certaine de rien. Devons-nous divulguer cela, a demandé son associé junior plus tard ce jour-là. Je veux dire, si les choses continuent de se détériorer, cela pourrait sembler. C'est une coïncidence, a interrompu Solène sèchement. Et nous n'allons pas agir comme si nous avions peur de la surveillance. Mais elle avait peur, pas seulement de la surveillance, de lui. Parce qu'au moment où cette notification est arrivée, elle a compris l'image complète. Il ne s'agissait plus de gagner l'affaire. Il ne s'agissait même pas de la fusion. Édouard s'était positionné parfaitement. Pas pour la punir directement,
mais pour la regarder tomber sans jamais la toucher. Si l'affaire s'effondrait sous sa supervision, si les Thornton déposaient un grief formel, si Merrick l'accusait de faute intentionnelle, tout cela pourrait atterrir devant la commission et il serait assis là, au comité d'examen. Pas besoin de se récuser à moins qu'elle ne dépose une plainte directe contre lui personnellement. Elle l'imaginait, entrant dans une salle d'audience pleine d'avocats avec des bloc-notes et des expressions neutres, levant les yeux pour le voir, calme, serein, présidant peut-être même la séance. Son ex-mari, son marchepied, maintenant avec l'autorité de décider si elle méritait de continuer à pratiquer le droit, le poids s'est effondré vers l'intérieur. Sa respiration est devenue superficielle. Ses mains ne cessaient de trembler. Elle l'avait sous-estimé si complètement, si profondément qu'elle n'avait pas simplement laissé des vulnérabilités quand elle est partie. Elle avait laissé les plans architecturaux de sa propre destruction sur la table. Et il ne les avait pas brûlés. Il les avait classés, catégorisés, utilisés pour construire une fondation plus solide que tout ce qu'elle avait jamais construit. Cette nuit-là, elle est restée bien après minuit, assise seule dans son bureau vitré, fixant la ligne d'horizon qu'elle pensait lui appartenir. Maintenant, elle semblait empruntée, temporaire. L'email qu'elle a envoyé au RH à 2h03 du matin était bref. Pas de salutation, pas d'explication au-delà de la nécessité. Avec effet immédiat, je demande à me récuser de l'affaire Thornton en raison d'un conflit personnel non divulgué précédemment avec le conseil adverse. Le lendemain matin, elle a mis en copie les associés gérants, le directeur juridique, même son assistante exécutive pour que cela paraisse transparent et responsable, comme un avocat diligent repérant un oubli avant qu'il ne devienne un problème. C'était trop tard. À midi, l'équipe d'Edouard avait déposé une objection formelle à sa récusation. L'objection n'était pas émotionnelle ou théâtrale, juste un autre document méticuleusement construit livré comme tous les autres, tranchant, froid et chirurgical. Dans celui-ci, son collaborateur présentait une chronologie de l'affaire, soulignant l'implication directe de Solène dans au moins 11 décisions stratégiques distinctes prises après que son bureau a reçu des documents portant la signature d'Edouard. Plus dommageable était l'annexe jointe, une série de mails internes qu'elle avait envoyés, tous datés après qu'elle ait vu son nom, où elle continuait de diriger l'affaire, coordonnant les sessions stratégiques, et même se moquant de l'approche du côté Thornton. La preuve finale provenait d'une capture d'écran du système de calendrier interne du cabinet. Solène avait marqué le jour où elle avait reçu le nom d'Edouard pour la première fois avec une notation privée étiquetée H. L'objection concluait, le Conseil de la Défense ne peut crédiblement prétendre l'ignorance. La question n'est pas la relation antérieure. La question est le choix délibéré de procéder sans divulgation, une violation éthique qui met en péril à la fois l'affaire et la confiance du tribunal dans l'intégrité du Conseil. À 16h cet après-midi-là, elle a été convoquée à une réunion à huis clos avec le comité de direction du cabinet. Ils étaient polis, corporatifs, contrôlés. L'un des associés seniors, la même personne qui lui avait dit un jour qu'elle avait la concentration impitoyable d'un tireur d'élite, n'a même pas levé les yeux de la table de conférence. Il a juste demandé platement, « As-tu jamais formellement divulgué la relation, Solène ?» Elle a hésité. « Pas formellement », a-t-elle admis. Mais ce n'était pas une tromperie intentionnelle. Je ne pensais pas que cela affecterait. Cette détermination n'est pas la tienne à prendre, a interrompu un autre associé. Au moment où son nom est apparu dans n'importe quel dossier, tu aurais dû le signaler. Pas 6 semaines après le début des négociations, pas après des incidents de procédure, immédiatement. Le directeur juridique a feuilleté la documentation devant lui. Tu as eu toutes les occasions, de multiples occasions. Cela donne l'impression que tu as dissimulé un conflit pour garder le contrôle d'une affaire lucrative, puis paniquer et essayer de couvrir tes traces rétroactivement quand les choses se sont détériorées. Ce n'était pas stratégique, a-t-elle insisté. C'était de la panique. J'essayais de protéger les intérêts du cabinet. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Protéger le cabinet. L'ironie était suffocante parce que maintenant le cabinet essayait de se protéger d'elle. Solène, dit doucement le directeur juridique, comprends-tu l'image que cela renvoie ? Elle n'a pas répondu parce qu'elle comprenait absolument. Il semblait qu'elle avait caché un conflit personnel pour continuer à gérer une affaire lucrative, puis paniquer et essayer de couvrir ses traces rétroactivement. Cela suggérait que son silence n'était pas un simple oubli, mais une omission calculée. Cela signifiait une négligence au minimum, et au pire, des violations éthiques qui pouvaient déclencher des procédures disciplinaires. Et tout le monde dans cette pièce savait exactement qui siégerait à tout conseil de discipline si cela atteignait ce point.
Personne n'a prononcé le nom d'Edouard. Il n'en avait pas besoin. Au moment où elle est retournée à son bureau, son accès au dossier de l'affaire Thornton avait été révoqué. Son email était inondé de demandes de documentation, de transcription de réunions, de clarification procédurale, de vérification de chronologie. L'enquête interne du cabinet avait officiellement commencé. Son assistante ne voulait pas établir de contact visuel. L'un des jeunes collaborateurs qui l'avait auparavant idolâtré est passé devant elle et a délibérément tourné son visage vers le mur comme si être vu près d'elle comportait un risque de contamination. Cet après-midi-là, elle a verrouillé la porte de son bureau et s'est assise seule avec son téléphone, fixant l'entrée du contact. Elle ne l'avait jamais supprimé. Edouard aime pas de photos, pas d'appels récents, juste une suite de chiffres. Son pouce planait sur l'écran. Elle voulait lui crier dessus, le supplier, s'excuser, menacer, quelque chose. Mais que pouvait-elle bien dire? Qu'elle ne le pensait pas? Qu'il avait raison à son sujet? Qu'elle était désolée pour le toast? Pour l'arrogance? Pour ne pas avoir reconnu à qui elle avait réellement affaire? Les mots ne se formaient pas parce qu'elle ne perdait pas seulement l'affaire. Elle perdait sa réputation, sa carrière, son emprise sur tout. Et chaque fil qui se défaisait remontait au moment où elle avait omis de le traiter comme plus qu'une ressource à épuiser et à jeter. Maintenant, les dégâts n'étaient pas seulement internes. Ils devenaient visibles. Et tout cela, chaque fissure, avait commencé au moment où elle avait sous-estimé la personne sur laquelle elle s'était tenue pour atteindre un terrain plus élevé. La salle d'audience était plus petite qu'elle ne l'avait prévu. Pas de grand tribunal, pas de boiserie dramatique, juste un espace de conférence moquetté avec un éclairage fluorescent dur, des carafes d'eau à température ambiante et un demi-cercle de jugement silencieux derrière des portes non. Solène était assise à la table de la défense, les mains croisées proprement, projetant un calme qu'elle ne ressentait pas. Son blazer était parfaitement taillé, ses cheveux immaculés, mais intérieurement elle s'effondrait. Son cabinet ne l'avait pas retirée de l'affaire. Que ce soit un calcul stratégique, une punition ou une gestion d'image, personne ne l'avait dit explicitement. Ils lui ont juste dit qu'elle était toujours l'avocate principale. Et maintenant, alors que le conseil adverse préparait sa présentation finale, tout ce qu'elle pouvait entendre était le froissement du papier et le bourdonnement d'un luminaire défaillant au-dessus de sa tête. Edouard n'a pas parlé immédiatement. Il s'est levé, a boutonné sa veste, a marché jusqu'au centre de la pièce avec cette même patience exaspérante qu'il avait l'habitude d'avoir en organisant les médicaments de sa mère à la main. Puis il s'est adressé directement au panel d'arbitrage, s'est raclé la gorge et a commencé. Dans la pièce F, vous trouverez une transcription d'un enregistrement audio soumis par un tiers, un extrait tiré d'une réunion sociale environ 3 jours après la certification au barreau du Conseil de la Défense. Le pouls de Solène martelait dans ses oreilles. Elle savait ce qui arrivait. Priez encore pour qu'il ne le fasse pas vraiment. Edouard a maintenu une neutralité professionnelle parfaite. Les mots suivants sont attribués à Maître Solène Monsieur Langston. Il était juste un marchepied. J'avais besoin de stabilité pendant que je construisais quelque chose de réel. Le silence qui a suivi était lourd, le genre qui rend l'oxygène rare. Edouard ne s'est pas tourné vers elle. N'a pas permis même une lueur d'émotion personnelle de faire surface. C'était de la pure précision clinique. Mais la salle a réagi. Un panéliste a haussé un sourcil. Un autre s'est déplacé inconfortablement. Même le sténographe a fait une pause au milieu d'une frappe. Solène était assise figée, la bouche sèche, les poumons contractés, la vision tunnelisée juste assez pour brouiller les détails périphériques. Elle sentait chaque œil se tourner vers elle, subtil comme la poussière qui retombe, mais indubitable. Il était juste un marchepied. Elle l'avait dit ivre et triomphante, entourée de collègues qui avaient ri de la cruauté comme si c'était de l'esprit sophistiqué. Elle pensait que le moment s'était évaporé dans la nuit comme du champagne renversé. Mais quelqu'un l'avait enregistré. Quelqu'un l'avait conservé. Et Edouard avait attendu. Pas pour l'humilier publiquement. Cela aurait été simple. Il avait attendu que ces mots soient juridiquement pertinents, formellement admissibles, professionnellement conséquents. Maintenant, ils n'étaient pas juste cruels. Ils étaient des preuves. Ils peignaient le portrait d'une avocate qui opérait par arrogance au lieu d'éthique. Qui voyait les relations professionnelles comme transactionnelles. Qui voyait les êtres humains comme des utilitaires. Solène a ouvert légèrement la bouche comme pour objecter ou expliquer ou simplement respirer, mais rien n'est sorti. Edouard n'a pas élaboré.
Il a laissé la citation pendre dans l'air comme la fumée d'un feu que tout le monde pouvait maintenant voir qu'elle avait allumé elle-même. Quand il a fini, il est retourné à son siège sans jeter un coup d'œil dans sa direction. Elle a senti sa chaise s'enfoncer à travers la pièce. Le directeur juridique de son cabinet évitait son regard. L'associé qui était venu avec elle étudiait un bloc-notes sur lequel il n'écrivait pas. Le collaborateur qu'il avait autrefois admiré était assis sans expression au dernier rang. Personne n'a bougé pour la soutenir. Personne n'a interrompu, et Édouard a juste pris une gorgée d'eau mesurée, a ouvert sa mallette et a commencé à organiser la pièce suivante comme si c'était une procédure de routine. Solène l'a senti alors. Pas seulement la piqûre de l'exposition, mais l'isolement complet. Un vide creusé par la réalisation progressive que son effondrement n'était pas causé par une erreur ou un adversaire. C'était chaque petit choix dont elle pensait qu'il ne compterait pas. Chaque raccourci pris, chaque remarque méprisante, chaque hypothèse que les gens sur qui vous marchez ne se relèveront jamais. Et maintenant, c'était elle qui était observée, évaluée, citée et jugée. Le reste de l'audience est devenu flou, motion, déclaration, conclusion procédurale, mais personne ne se souvenait de rien sauf de cette seule ligne. La ligne qui l'a suivie hors de la salle, dans le couloir, dans l'ascenseur comme une ombre cousue en permanence à son identité. Au moment où elle est retournée à son bureau, le directeur des RH attendait à l'intérieur avec une expression neutre et une enveloppe scellée. Pas de conversation, juste politique et procédure. L'affaire n'a pas explosé. Elle s'est évaporée. Une semaine après l'audience, Merrick Technologies a discrètement mis fin à l'acquisition. Leur directeur juridique a publié une déclaration générique sur le recalibrage stratégique, mais tout le monde a compris que c'était un coup de grâce par pitié. Trop d'expositions négatives, trop de risques de responsabilité, zéro appétit pour une affaire maintenant radioactive de scandale. En interne, le cabinet de Solène a mené ce que l'email officiel appelait une réallocation stratégique du personnel. Elle n'a pas été virée sur le champ. Cela aurait généré des gros titres et des questions. Elle a juste été détachée. Son nom a disparu du site web du cabinet. Son bureau a été emballé par quelqu'un d'autre. Son compte email désactivé sans cérémonie. Son indemnité de départ est arrivée scellée derrière un accord de non-divulgation si restrictif que même les rumeurs ne pouvaient pas respirer à travers. Un associé a offert une poignée de main faible dans le hall. Un autre a donné une tape sur l'épaule si brève qu'elle ressemblait à une décharge statique. Personne n'a dit au revoir. Personne n'a fait référence à l'audience. Personne n'a utilisé l'expression marchepied. Il n'en avait pas besoin. Elle a emménagé dans un appartement en sous-location moitié moins grand que son précédent logement avec des bouches d'aération qui claquaient comme si elle crachait un jugement. Elle a soumis des candidatures à 5 cabinets différents, a obtenu une réponse, un rejet poli. Elle a commencé à réécrire son CV avec un langage plus doux, des titres plus vagues, consultante juridique stratégique, conseil consultatif privé, n'importe quoi pour effacer la puanteur de l'exposition. Puis un après-midi, des semaines après que le silence eut commencé à sembler normal, quelqu'un a frappé à la porte de son appartement. Pas le gardien de l'immeuble, pas une livraison de nourriture. Une femme en blazer professionnel, lunettes de soleil toujours sur le nez, pas de badge d'identification, pas de presse-papier, juste une enveloppe brune à la main. Pour mademoiselle Langston, a-t-elle dit, et est partie avant que Solène puisse formuler une question. Pas d'expéditeur listé, pas de timbre-poste, juste son nom, écrit à la main à l'encre noire. Elle l'a ouverte au comptoir de la cuisine, le souffle retenu, l'estomac serré. À l'intérieur se trouvait un seul document. Sa demande de divorce originale d'il y a des années. Même enveloppe, même page, même tampon rouge en haut. Mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau en bas, juste sous la ligne de signature finale dans une écriture qu'elle reconnaîtrait n'importe où. Propre, délibérée, indubitablement la sienne. Les marchepieds ne reculent pas. Bonne chance pour grimper seul. Pas de signature, pas d'adresse de retour, pas d'information de contact. Juste ça. Solène est restée là, les mains tremblantes, pas de rage, mais avec quelque chose de plus calme et de plus lourd, comme si la gravité avait changé et tirait sa colonne vertébrale vers le bas une vertèbre à la fois. Elle l'a relu, puis une fois de plus. L'ironie n'était pas subtile. Il ne l'a pas menacée, n'a pas élevé la voix ni riposté de manière qui pourrait être documentée ou poursuivie. Il a simplement recadré tout son récit, l'a réarrangé pour que chaque pièce qu'elle pensait contrôler se retourne contre elle. Elle l'avait une fois appelé un marchepied et l'avait cru complètement. Mais il n'était plus sous ses pieds.
Il était au-dessus d'elle, derrière elle, l'entourant. L'air lui-même avait changé de composition, et elle respirait les conséquences d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de crier pour gagner. Elle a replié la lettre dans l'enveloppe, l'a placée dans le tiroir à côté du courrier non ouvert et des menus de plats à emporter oubliés, puis s'est assise à la table de la cuisine dans un silence complet et a compris enfin et irrévocablement que certaines personnes ne chassent pas la vengeance. Ils l'architecture. Et parfois, la personne sur laquelle vous marchez ne reste pas au sol. Parfois, elle attend juste que vous soyez assez haut pour que la chute compte vraiment. Elle comprend ça.